Bienvenue dans ce nouveau podcast Épiphanie, dans lequel on va parler de retrouvailles. Ce podcast va venir compléter l'article que j'ai fait sur les retrouvailles que tu peux retrouver sur mon site internet. Euh, donc oui, on est le mardi, enfin pardon, non, le mercredi 13 mai. Je ne sais pas, enfin, c'est un podcast de clôture du mois d'avril, mais bon, même si j'enregistre le 13 mai, comme vous le savez, le plus important, c'est le sujet qui est intéressant parce que pour moi, le bilan que j'en ai fait pour le mois d'avril venait parler de retrouvailles, vraiment. Et donc, c'est pour ça que c'est un sujet que j'avais envie de soulever. D'autre part, je pense que, voilà, tu peux l'écouter si ce mot te parle ou, voilà, te dis, tiens, de quoi ça parle? Bah écoute, je te souhaite la bienvenue sur mon podcast et c'est de ça que l'on va parler. Mais, alors, mais je ne pense pas que ce soit... Alors c'est du direct live, désolée. Je ne ferai pas de coupure parce que clairement j'ai la flemme, mais j'ai plus de batterie. Voilà, donc là ça devrait être bon. Je ne devrais pas être déconnectée. Enfin bref, donc on va parler de retrouvailles. Parce que c'est un mot qui est revenu beaucoup, enfin c'est quelque chose qui est beaucoup revenu durant le mois d'avril et je trouvais ça intéressant de compléter l'article avec ce podcast, mais d'une manière différente. Parce que bien souvent, quand on pense souvent que retrouver c'est quelque chose de beau et de facile, et ben dans certaines situations, les retrouvailles peuvent être assez inconfortables. Et est-ce que ce que l'on fuit est souvent ce que l'on cherche à retrouver? Vous avez 2 heures. Non, je rigole. Parce que qu'on évite, parce que ce qu'on évite, ce que l'on contourne, ou ces choses où on met de la distance, euh, en fait, dans le fond, il y a peut-être une partie de nous qui nous y ramène. Et donc dans ce podcast, j'avais envie qu'on explore ça ensemble. Donc on va parler de vraies retrouvailles, celles qui nous bousculent un peu, mais qui ont du sens, comme d'habitude. Avant de commencer, et pour poser le contexte, on va s'intéresser à l'étymologie du mot retrouvailles, parce que un mot a énormément de signification, surtout quand tu prends sa racine. Donc le mot retrouvailles vient du verbe retrouver, lui-même issu du latin re, qui veut dire de nouveau, et tropare ou tropus via l'ancien français, mais surtout formé à partir du français de trouver. Donc on peut le décomposer simplement comme ça, re, préfixe latin qui signifie de nouveau, encore, et trouver, qui vient du latin populaire tropare ou tropus, qui est lié à l'idée de composer, inventer, puis en ancien français, rencontrer et découvrir. Et aille, qui est le suffixe collectif ou abstrait en français, qui donne une idée de pluralité, d'ensemble, euh, comme dans ferraille, marmaille, canaille. Bref. Donc, retrouvailles, à l'origine, porte l'idée de le fait de se retrouver à nouveau. Souvent avec une dimension de rencontres multiples et de liens qui se reforment. Ce qui est assez intéressant, c'est que le mot n'évoque pas seulement une rencontre ponctuelle, mais un mouvement de retour vers un lien. Et c'est pour ça qu'il est souvent associé à quelque chose de sensible. Ce n'est pas juste voir quelqu'un, mais c'est en fait retrouver une trace, une continuité, quelque chose qui existait déjà. Alors toi qui m'écoutes, j'ai une question à te poser, si tu es toujours avec moi. De quoi essaies-tu de t'éloigner, alors qu'en fait, ça te ramène toujours à toi? Si tu regardes bien, ce qu'on évite dans la vie n'est pas toujours douloureux ou insurmontable, mais plutôt ce que ça va venir réveiller en nous.
Autrement dit, ce n'est pas la situation en elle-même qui fait peur ou qu'on fuit, mais c'est ce qu'elle vient toucher à l'intérieur. Par exemple, une conversation peut sembler très simple, mais on va la fuir parce qu'elle pourrait révéler un rejet, une vérité ou une vulnérabilité. Un changement peut être positif, mais on va le fuir parce qu'il remet en question une identité ou une sécurité intérieure. Une émotion peut être, ouvrez les guillemets, supportable, mais on la fuit parce qu'elle renvoie à une ancienne blessure. En réalité, on fuit une peur, on fuit une mémoire, on fuit une image de soi, ou parfois même une possibilité de transformation. En fait, on ne fuit pas une situation, on fuit ce qu'elle implique. Je te donne un exemple. Quitter quelque chose, eh ben, c'est accepter de perdre un repère. Dire la vérité, c'est risquer de ne plus être aimé de la même façon. Se choisir, c'est renoncer à certaines loyautés qui sont invisibles. Mais on peut aussi fuir ce qu'on est sur le point de retrouver. Parce que retrouver, ça veut dire que c'était déjà là, qu'on ne peut plus faire semblant de ne pas savoir, et qu'après ça, il y a une forme d'engagement envers soi-même. Donc, si j'arrêtais de fuir aujourd'hui, qu'est-ce qui changerait immédiatement dans ma vie? La réponse est souvent plus claire que toutes les analyses. Mais comment répondre à cette question? En fait, ce n'est pas une question à réfléchir, parce que si tu restes dans la tête, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tourner en rond ou te raconter une version propre. Et donc le but, si tu souhaites répondre à cette question, c'est de contourner ça. Donc je te propose une façon très simple et concrète d'y répondre. Va au plus rapide sans réfléchir. Tu prends une feuille ou tu notes sur ton téléphone, peu importe, et tu écris je fuis, et tu complètes d'un seul jet sans t'arrêter, même si ça te paraît exagéré, flou ou totalement incohérent. Je te donne des exemples très simples, pour le coup, comme je fuis le fait de dire non, je fuis une discussion, je fuis l'idée de changer de travail, je fuis le fait de me retrouver seule. Ce qui sort en premier, c'est souvent le plus vrai. Maintenant, une fois que tu as écrit ça, une fois que tu as écrit ta phrase, tu repères là où ça se sert. Quand tu relis, regarde bien. Est-ce qu'il y a une phrase qui te fait un petit choc? Ou est-ce qu'il y a une gêne, une résistance, un oui mais? Et c'est souvent là. Ensuite, tu creuses avec une seule question. Donc, tu regardes ta phrase et tu te demandes qu'est-ce que ça me ferait si j'arrêtais de fuir ça? Si tu as fait plusieurs phrases, pareil, tu te poses la question pour toutes les phrases. Mais bref, tu te poses cette question. Et là, tu vas tomber sur quelque chose de beaucoup plus profond. Tu peux tomber sur des choses comme la peur d'être rejeté, la peur de perdre une stabilité, la peur de décevoir, ou même la peur que ça marche vraiment. Donc, va jusqu'au concret. Maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est de transformer ça en réalité immédiate. Donc concrètement, j'éviterai quoi aujourd'hui? Par exemple, passer un appel, poser une limite, dire ce que tu ressens, prendre une décision. Si tu trouves une action précise, eh bien tu es au bon endroit. Et je vais être honnête avec toi. Si la réponse ne vient pas, ce n'est pas que tu sais pas. C'est souvent que tu sais déjà, mais tu n'as pas envie de voir clairement. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est totalement humain. En gros, là, avec ce que je viens de te proposer, c'est une sorte de guidance et c'est ta propre guidance. Après, sache que on ne fuit rarement pour rien. On va souvent fuir parce que quelque chose en nous estime que c'est nécessaire, même si ça nous freine. Et il y a plusieurs mécanismes derrière ça, et ils sont assez universels.
comme se protéger d'une douleur. Le cerveau, il est câblé pour éviter la souffrance. Et c'est biologique. Je t'explique. Ton cerveau est littéralement construit pour t'éloigner de ce qui te fait mal et te rapprocher de ce qui te protège ou te fait du bien. On appelle ça un mécanisme de survie. Ressentir la douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, sert à une chose simple. T'éviter le danger et augmenter tes chances de survivre. Pour te donner un exemple concret, si tu touches une plaque brûlante, tu retires ta main directement. Si une situation te fait souffrir émotionnellement, ton cerveau va chercher à l'éviter. Donc en fait, il y a une petite zone du cerveau qui est appelée amygdale qui joue un rôle clé dans tout ça. Parce qu'en fait, elle détecte rapidement les dangers, que ces dangers soient réels ou perçus. En fait, elle déclenche aussi des réactions automatiques, que ce soit la fuite, la lutte ou le figement. Elle va agir avant même que tu réfléchisses. C'est pour ça que parfois tu évites quelque chose sans vraiment savoir pourquoi. Je te donne quelques exemples concrets où ton cerveau t'évite quelque chose sans que tu comprennes immédiatement pourquoi. Et on en a tous vécu au moins une de ces situations. Par exemple, tu vas repousser un message important. Tu dois répondre à quelqu'un, que ce soit un ami, un collègue, enfin bref, tu y penses mais tu procrastines. En surface, ça va être j'ai la flemme. Mais en réalité, ton amygdale, il a associé cette situation à une micro-menace, c'est-à-dire la peur du conflit, la peur de décevoir ou la peur d'être jugé. Donc ton cerveau, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il évite. Et toi, tu vas rationaliser après. Deuxième exemple, tu prends de la distance avec quelqu'un sans raison claire. Tu apprécies une personne, puis d'un coup, pouf, tu deviens plus froide, moins disponible. Le mécanisme qui est possible là, c'est que cette personne, en fait, a touché inconsciemment une blessure, que ce soit par exemple le rejet, l'abandon, etc. Et ton cerveau, il détecte un danger émotionnel. Quel va être le résultat? Tu vas t'éloigner avant même d'avoir compris pourquoi. Troisième exemple, tu n'oses pas saisir une opportunité. On te propose quelque chose de bien, que ce soit un projet, une sortie, une évolution pro, et tu hésites ou tu dis non. Et pourtant, ça a l'air positif. Mais ton cerveau, il va te dire quoi? Ouais, inconnu égale risque. Exposition égale possible jugement. Donc en fait, il active une forme d'auto-sabotage pour te garder en terrain connu. Quatrième exemple, tu bloques sur une tâche simple. Tu dois faire quelque chose de banal, que ce soit ranger, appeler, remplir un papier, enfin bref. Mais tu bloques. C'est pas la tâche le problème. C'est ce qu'elle déclenche. Ça peut être de la pression, la peur de mal faire, la fatigue mentale. Ton cerveau, il va te dire danger égale inconfort. Donc, pouf, évitement. Donc ça, c'est des exemples très simples qui nous arrivent à tous en fait. C'est pour vraiment te donner des exemples très concrets. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tu crois faire un choix qui est conscient. En fait, en réalité, c'est une réaction qui est automatique pilotée par ton système de protection. Et souvent, l'explication arrive après coup pour donner du sens. Alors pourquoi on fuit même ce qui est bon pour nous? C'est là que ça devient intéressant. Ton cerveau ne cherche pas le bonheur, il cherche la sécurité. Donc, il préfère quelque chose de connu, mais d'inconfortable, plutôt que quelque chose d'inconnu, mais en plus potentiellement meilleur. Et c'est pour ça qu'on peut rester dans une relation qui est compliquée, éviter une discussion importante ou même fuir une vérité intérieure. Parce que pour le cerveau, l'inconnu, ça peut être égal à un danger potentiel. Donc, en résumé, biologiquement, fuir la souffrance, c'est un réflexe de survie qui est piloté par des structures rapides, donc, comme on l'a dit, l'amygdale, et renforcé par des hormones comme la cortisol et des systèmes de récompense comme la dopamine. Mais aujourd'hui, ce mécanisme peut parfois te protéger, mais un peu trop. Avancer implique presque toujours de perdre quelque chose. Et c'est ça le problème. Enfin, c'est pas un problème, mais c'est ce que ça implique. Et souvent, c'est une sécurité, une image de soi, une relation, une habitude.
même si ce qu'on a ne nous convient plus, c'est connu. Et le connu rassure plus que l'inconnu. Ensuite, on reste fidèle à une ancienne version de soi. Parfois, on a évolué, ok, mais ça se passe intérieurement et pas encore extérieurement. Arrêter de fuir, ça voudrait dire assumer qui on devient, changer de posture et ne plus être la même personne qu'avant. Et ça peut créer une vraie résistance. Parce que ça fonctionne, mais à court terme. Fuir va soulager immédiatement. Tu vas reporter une décision. Qu'est-ce qui se passe? Tu respires, mais pendant un temps. Tu évites une discussion. Ok, t'es tranquille, mais pendant un court temps. Tu détournes une émotion. Tu ne la ressens pas, mais c'est pareil, ça va être pendant un court temps. Et le problème, c'est que soulagement, du coup, c'est ça, c'est qu'il est temporaire. Et il va venir entretenir le cycle. Ça va tourner en rond. Et souvent, la peur du « et après ». Et ça, je l'entends souvent dans mes accompagnements. Et je trouve que c'est un point qu'on sous-estime. Et je l'entends vraiment énormément. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que, en fait, parfois, on ne fuit pas l'action, mais on vient fuir ce qu'il y aura après. Et si je dis ça, qu'est-ce que ça change? Et si je quitte, qu'est-ce que je deviens? Et si ça marche, est-ce que je suis prêt ou prête au final? Et plus profondément, il y a une logique interne. Même si ça paraît irrationnel, la fuite a souvent une logique. Elle protège une partie de toi qui pense faire au mieux avec ce qu'elle connaît. Donc la fuite et les retrouvailles, en fait, font partie du même mouvement intérieur. Alors, on fuit aussi souvent ce qu'on est censé retrouver. C'est pour ça que je rebondis sur ça, parce que pour moi, les deux mots sont liés, en fait. Sache que ce que tu évites n'est pas toujours mauvais. Parfois, c'est justement quelque chose de très chargé émotionnellement. Ça peut être une vérité sur toi, un attachement fort, un désir profond ou une blessure qui n'est pas digérée. Et donc ton cerveau, via l'amygdale, comme je te disais, perçoit ça comme intense et donc comme potentiellement dangereux. Alors qu'est-ce qui se passe? Il te fait fuir. Mais ce que tu fuis, c'est souvent ce qui compte vraiment. Regarde bien ce que tu fuis. Ça en dit beaucoup. Donc, en fait, la fuite va créer une tension et qui va appeler la retrouvaille. Donc, quand tu évites quelque chose d'important, ça ne disparaît pas. Ça reste en fond. Tu y penses, ça revient, ça te travaille. C'est comme un élastique. Tu sais, l'élastique, tu tires, boum, ça revient. C'est pareil. Plus tu fuis, plus ça tire. Quand tu lâches, ça fait boum. Bref. Ça peut avoir des conséquences, quoi. Enfin, même sur ton physique. Enfin, tu peux... Moi, je pense, pour moi, la somatisation vient de là aussi. Enfin, ce que tu fuis aussi, va créer des tensions en toi. Et puis, tu vas le ressortir aussi physiquement parce que tu fuis, mais du coup, d'une manière ou d'une autre, ça va revenir à toi, mais d'une certaine manière pas très sympathique. Et pour moi, l'élastique c'est vraiment le plus parlant. Tu mets un élastique à ton poignet, tu tires et boum. Voilà, ça me rappelle une chanson d'ailleurs, si vous avez la ref. Bref, je m'égare. Le cerveau veut éviter, mais la vie pousse à intégrer. Donc biologiquement, ton cerveau, en fait, ton cerveau cherche la sécurité. Mais psychiquement, l'être humain, il cherche aussi la cohérence et l'unité intérieure. Donc il y a une tension, une partie de toi qui fuit, donc la protection. Une autre qui cherche à revenir, l'intégration. Les retrouvailles arrivent quand tu es un peu plus près ou que tu ne peux plus éviter. Voilà. La vie aussi, parfois, la vraie douleur, c'est la retrouvaille. Tu pourrais croire que fuir fait mal, mais souvent, ce qui fait le plus mal, c'est aussi de retrouver. C'est de retrouver une personne
et de voir que ce n'est plus pareil. C'est aussi une vérité que tu avais évitée. C'est de retrouver aussi une émotion que tu avais mise de côté. Et c'est pour ça que certaines personnes fuient longtemps. Elles ne fuient pas la situation. En fait, elles fuient ce qu'elles vont ressentir en revenant. Les retrouvailles transforment ce qui était fuyant. Quand tu arrêtes de fuir, quand tu arrêtes de fuir et que tu reviens, et en fait, ce qui fait peur devient plus clair. Et ce qui était flou devient réel. Ce qui était lourd peut commencer à se libérer. La retrouvaille, c'est ça. C'est souvent passer de l'inconscient au conscient. Donc, en résumé, la fuite, c'est un mécanisme de protection. Les retrouvailles, c'est un mouvement de vérité. Et entre les deux, tu as un chemin où tu apprends à tolérer ce que tu ressentais comme trop. Si je te le dis de façon plus directe, on ne fuit pas au hasard. Et on ne retrouve jamais par hasard non plus. Souvent, ce que tu retrouves, c'est exactement ce que tu avais essayé de contourner. Voilà. Je te laisse de nouveau avec la question du début. Est-ce que ce que l'on fuit est souvent ce que l'on cherche à retrouver? Et j'espère que tu trouveras ton épiphanie et la réponse à cette question. Je te dis certainement à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!